Et pour commencer cette édition, le président ukrainien qui commence à agacer ses partenaires, Volodymyr Zelensky, pourrait bien s'avérer plus dangereux qu'utile à son pays. 4,5 millions d'Ukrainiens privés d'électricité jeudi soir, 450 000 à Kiev, selon Volodymyr Zelensky. Dans ses interventions récurrentes, le président ukrainien prend soin de faire un état des lieux de la situation militaire et humanitaire dans le pays et d'envoyer des signaux à ses partenaires occidentaux. Dernière formule choc en date, il évoque désormais la terreur énergétique des Russes. Un concept formulé par lui ou un cabinet de conseil, mais qui en tout cas s'inscrit dans une recherche systématique de la petite phrase du concept qui marquera. Surfant sur le sensationnalisme médiatique et le quasi-unanimisme dont la cause ukrainienne fait l'objet en Occident, Zelensky force le trait au risque d'en faire un peu trop. Déjà lors d'un voyage en Israël, il s'était pris les pieds dans le tapis en s'essayant à des comparaisons hasardeuses. Le président ukrainien reproche d'ailleurs régulièrement à l'État hébreu de ne rien avoir fourni à Kiev. Un reproche à ceux qui ne donnent pas, mais aussi à ceux qui donnent. Depuis l'invasion russe, le président n'en finit pas de demander toujours plus et de se montrer menaçant à l'endroit d'alliés qu'il juge un peu trop mous. La NBC rapporte que le président américain s'est même agacé et a même haussé le ton lors d'un échange téléphonique avec son homologue. Ainsi, Joe Biden venait à peine d'annoncer qu'il débloquait $1 milliard pour l'Ukraine que Zelensky commençait à énumérer l'aide supplémentaire dont il aurait besoin. Demandant au président ukrainien de faire preuve de plus de gratitude, Biden lui a aussi rappelé que son administration et son armée travaillaient dur pour venir en aide à son pays. Refusant de participer au G20 de mi-novembre en Indonésie, si la Russie y participe, il pourrait se montrer un peu trop intransigeant dans la perspective d'hypothétiques négociations. Une intransigeance liée à la situation évidemment, mais aussi à sa faible expérience politique et à sa surexposition médiatique. Mercredi, Volodymyr Zelensky a salué la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, après que Moscou a accepté de reprendre sa participation à l'accord signé en juillet. Une prise de parole lors de laquelle il s'est donné la peine de remercier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Quand on sait que la Turquie est devenue le pays refuge des entreprises russes pour faire face aux sanctions européennes, on peut être étonné que Zelensky réserve ses remerciements à ceux qui l'aident le moins, même s'il faut aussi envisager ici l'habileté diplomatique d'Ankara depuis le début de la guerre. Si pour l'heure le président ukrainien a su imprimer sa narration, ou celle de ses bailleurs de fonds, il ne sera pas supporté indéfiniment et devra probablement baisser d'un ton avec ses partenaires s'il veut durer. Devenu une icône politique un peu malgré lui, celui qui était il y a peu encore un acteur raté, a aujourd'hui un sentiment de toute puissance. Il ne devra cependant pas oublier qu'il n'existe que parce que ses bienfaiteurs occidentaux le veulent bien. Aux États-Unis, des révélations explosives pourraient faire vaciller Joe Biden. Un dossier de 600 pages détaille des crimes et délits de son fils qui sont rendus publics. Tour d'horizon. Sexe, drogue et trahison dans le clan Biden. Le président Joe Biden, déjà bien occupé avec les élections de mi-mandat, doit aussi faire face au dossier accablant de son fils Hunter. Plus de 600 pages publiées par le think tank Marco Polo, un groupe de recherche américain ayant pour principale activité la dénonciation de la corruption et du chantage. Y sont détaillés et énumérés pas moins de 459 crimes et délits, dont 140 infractions liées aux affaires, 191 liées au sexe et 128 liées à la drogue. Conflits d'intérêts, fraude fiscale, détournement de fonds pour plusieurs millions d'euros, achat, possession et usage de stupéfiants, détention illégale d'armes à feu, sextape. La liste est longue et variée. Le scandale est d'autant plus grand et d'autant plus dangereux pour le président qu'Hunter Biden a pu bénéficier des relations de son père, notamment lorsque celui-ci était vice-président sous Barack Obama pour faire des affaires, principalement en exerçant des pressions illégales sur des personnes au Kazakhstan, en Roumanie, en Serbie, au Mexique, mais aussi en Ukraine et en Chine. Le scandale ukrainien était déjà connu au moment de l'élection présidentielle de 2020. Entre 2014 et 2019, Hunter Biden a siégé au conseil d'administration de Burisma Holdings, un des plus grands producteurs privés de gaz naturel d'Ukraine, une société détenue par des oligarques. Au sein de cette société, Hunter Biden aurait été consultant, bien que ne connaissant rien au sujet de l'Ukraine et n'ayant aucune expérience dans le secteur de l'énergie. Une enquête avait alors été menée par un procureur général ukrainien. Joe Biden, vice-président de Barack Obama, au moment des faits, avait effectué un chantage contre le président ukrainien Petro Poroshenko pour que ce procureur soit limogé.
Celui-ci sera remplacé par un autre qui bouclera rapidement l'enquête, et cela sans inquiéter Hunter Biden. Donald Trump demandera une enquête sur cette affaire et fera en réponse l'objet d'une procédure d'impeachment qui n'aboutira pas. L'affaire était donc connue, mais n'était qu'une partie émergée de l'iceberg. D'autres éléments sont à présent révélés. Un dirigeant d'une société émanant officieusement de l'État chinois a ainsi envoyé un courrier électronique au fils de l'actuel président dans lequel peut être lu, je cite, « Quand les services secrets souhaitent appeler pour vérifier les choses comme ils le font toujours, faites-leur rappeler Jonathan ou moi ». Il aurait ainsi placé les États-Unis dans une situation délicate en donnant aux Chinois des moyens efficaces de faire chanter Joe Biden. À ces affaires s'ajoute un volet d'ordre sexuel et des vidéos à caractère pornographique que prendrait plaisir à tourner Hunter Biden lors de ses ébats, des vidéos pour lesquelles le consentement des participants interroge, des participants dont l'âge d'apparence bien juvénile de certains laisse envisager le pire. Affaires financières, affaires de mœurs, mais aussi impunité, comme le souligne l'essayiste et analyste économique Stanislas Berton. De nombreux acteurs se sont mobilisés pour garantir une forme d'impunité pour le clan Biden. Ce qui est vraiment frappant, c'est que vous avez vraiment les 4 étapes, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a le FBI qui enterre l'affaire, donc personne ne veut se saisir du dossier en dépit du fait que tous les crimes sont des infractions constatées, même des crimes fédéraux. Ensuite, vous avez la communauté du renseignement qui va essayer d'allumer un contre-feu, qui va dire « mais non, pas du tout, c'est un complot monté par les Russes, tout est bidon dans ce dossier ». Et ensuite, vous allez avoir les GAFA, donc Twitter, Facebook notamment, qui reconnaissent, en plus eux le reconnaissent, qu'ils ont enterré cette affaire, ils ont empêché la communication des informations liées à ce rapport et au crime d'Hunter Biden sur leurs plateformes respectives. Et puis enfin, vous avez les médias de masse qui refusent de parler de cette affaire, qui refusaient d'en parler il y a 2 ans avant l'élection présidentielle et qui n'en parlent pas plus aujourd'hui. Pourtant, une procédure d'impeachment aurait pu être déclenchée pour moins que cela, et c'est précisément ce que l'administration Biden peut craindre en cas de victoire des républicains au Congrès. Comme nous le savons, les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, permettant l'acheminement du gaz russe vers l'Allemagne, ont été, disons, détériorés, abîmés, esquintés, sabotés, quoi. La grande question que se pose le monde entier est la suivante: par qui ces installations stratégiques ont-elles été sabotées? Bien évidemment, le système médiatico-politique à la remorque des États-Unis a désigné le coupable. Le coupable est Vladimir Poutine, évidemment. À l'évidence, le président russe avait tout intérêt à saboter des installations stratégiques permettant d'acheminer le gaz russe vers l'Occident, plutôt que de tourner une simple manette pour couper toute livraison de gaz russe vers l'Occident. Décidément, le système politico-médiatique est d'une rare intelligence. Nous qui pensons qu'il est assez probable que les États-Unis et ses alliés aient tripatouillé dans cette sinistre affaire, nous sommes à l'évidence des crétins définitifs. Et pourtant, nous savons depuis longtemps que pour déclencher une bonne grosse guerre, les États-Unis ne reculent devant rien. Nous savons tous, par exemple, qu'au début du siècle, ils ont menti à haute dose à la face du monde entier en ce qui concerne l'Irak et ont déclenché une guerre dramatique contre ce pays en se fondant sur leurs bons gros mensonges. Mais cela semble assez habituel chez eux. Petit rappel historique. À la fin du XIXe siècle, l'Espagne avait perdu toutes ses magnifiques possessions des Amériques et son empire se résumait essentiellement aux Philippines et à Cuba. Territoire géré de façon compliquée depuis une métropole bien lointaine. Les États-Unis avaient décidé de placer ces territoires sous leur protection. Mais pour cela, il fallait une bonne grosse guerre avec l'Espagne, avec laquelle ils entretenaient pourtant de très bonnes relations. Ils développèrent donc une formidable flotte de guerre ultramoderne et préparèrent l'invasion de ces territoires de façon méthodique. Mais comment déclarer la guerre à l'Espagne? Eh bien, ce fut très simple. Un bateau de guerre américain, le puissant cuirassé dénommé le Maine, fit escale dans le port de la Havane. Et pendant que, par un hasard miraculeux, l'ensemble de l'équipage était à terre,
Le navire explosa le 15 février 1898. Les États-Unis déclarèrent immédiatement et scandaleusement la guerre à l'Espagne, alors que nous savons aujourd'hui qu'ils organisèrent eux-mêmes l'explosion de leurs bateaux. Pour l'honneur de l'Espagne, 4 croiseurs démodés, sachant parfaitement qu'ils allaient au suicide, quittèrent la métropole pour combattre la puissante flotte américaine. Et furent coulés en un rien de temps, car leurs canons ne leur permettaient même pas d'atteindre les navires américains. Parallèlement à cela, les armées des États-Unis, infiniment plus nombreuses que les maigres défenses espagnoles, prirent possession de Cuba et des Philippines au prix d'un nombre important de morts, et établirent ainsi leur protectorat sur les Philippines et sur Cuba. Pas très brillant tout ça, messieurs les cow-boys. Pour dominer le monde, les États-Unis ne reculent devant rien. Puissent-ils comprendre que dans l'affaire ukrainienne, leur jusqu'au-boutisme ne se traduirait pas par la destruction de quelques vieux croiseurs démodés, mais se traduirait plutôt par une sorte d'apocalypse générale. Je vous souhaite une très bonne soirée.